tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à cette première table ronde du LTA Women Forum sur le thème « Femmes d'affaires africaines, une opportunité pour le monde économique et financier ». Dans l'agriculture, comme dans l'industrie, le commerce, la finance, la tech, le transport, la logistique, les mines, les énergies, le conseil, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent africain, les femmes investissent de plus en plus tous les secteurs d'activité, bâtissant parfois des entreprises à succès et à fort impact. Mais en dépit de leur contribution prouvée au dynamisme économique, elles doivent souvent évoluer dans des environnements très contraignants. Une des plus grandes contraintes auxquelles elles font face étant liée au financement. Ceci les empêche clairement d'exploiter leur plein potentiel et représente en outre un manque à gagner pour les économies du continent qui, après une crise pandémique qui les a plongés l'an dernier dans une première récession régionale en 25 ans, s'inscrivent plus que jamais dans une logique d'accélération de la machine économique en vue d'atteindre des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon de 2030, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors, plusieurs études ont révélé les femmes comme honorant leurs engagements, notamment financiers. Comment capitaliser sur l'opportunité que représentent les femmes africaines pour le monde économique et financier du continent. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette plateforme Dr Eleni Gabré-Madin, fondatrice de Blue Moon, le premier incubateur dédié aux jeunes pousses aux projets innovants et transformateurs dans le secteur de l'agribusiness en Éthiopie. À la base économiste, riche d'une longue carrière internationale, Dr Eleni Gabré-Madin a travaillé dans le domaine de la recherche, mais aussi au sein de plusieurs institutions internationales telles que la Banque mondiale et les Nations unies. Elle est également connue pour avoir fondé en 2006 la Bourse des matières premières d'Éthiopie, première du genre sur le continent à l'époque. Bienvenue parmi nous, Dr Gabré-Madin. Merci. Merci beaucoup. J'accueille également avec plaisir Madame Assogbe Touré, présidente directrice générale du groupe CITA, Société ivoirienne de traitement de l'anacarde, qui rassemble 7 entreprises. Elle est également vice-présidente de la CGECI, le patronat ivoirien. Souvent désignée comme la reine de l'anacarde, Madame Massogbé Touré est une pionnière de la culture et de l'industrialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire, qui en est devenu le premier producteur mondial avec 800 000 tonnes sorties de terre en 2020. J'ai également la joie d'accueillir Madame Nadège Seka, directrice générale de NSIA Vie Assurance, filiale du groupe panafricain de banque assurance NSIA. Ingénieure financier, Madame Nadège Seka a rejoint le groupe NSIA après avoir travaillé dans le domaine du conseil et de la banque. Bienvenue, Madame Seka. Bonjour, merci. Je suis heureuse d'être avec vous. J'accueille également avec grand plaisir Monsieur Aliou Maïga, directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Il nous fait l'honneur cet après-midi de porter la voix masculine sur ce panel dédié à la femme entrepreneure africaine. Bienvenue, Monsieur Maïga. Merci, Madame Tunan. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous rentrons donc dans le vif du sujet et je me tourne tout de suite vers vous, Dr Eleni Gabré-Madin, pour tout de suite poser un peu le cadre, parce que pendant cette session, nous voulons mettre en exergue l'apport économique des femmes et surtout leur courage dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait aujourd'hui, plusieurs études l'ont montré, que les Africaines sont les plus grandes entrepreneurs dans le monde avec un taux de 24% des femmes en âge d'activité. Vous avez été pionnière également dans votre pays puisque vous avez conçu, modélisé et dirigé la Bourse des matières premières d'Éthiopie que vous avez créée en 2006. C'était la première du genre sur le continent. Est-ce que de prime abord, vous pouvez nous partager un peu quelle a été votre expérience, comment ça s'est passé, est-ce que c'était facile pour vous d'accéder au financement, etc. Quelles sont les montagnes que vous avez dû déplacer pour y arriver? Bonjour à mes
co-panélistes, surtout Aliou Maïga. On se connaît en Éthiopie, donc très super de vous revoir ici. Je crois que pour moi, l'expérience de fonder la bourse en Éthiopie et de obtenir le financement pour pouvoir lancer le projet, d'abord a commencé avec l'étape de construire la confiance, non seulement dans l'idée, mais aussi dans moi-même. Donc, et ça remonte à une confiance en soi-même qui vient vraiment de la personne, de moi-même. Donc, il faut dire que bon, j'ai fait quand même mes études sur la science économique et puis en plus, j'avais fait mon thèse de recherche de PhD ou doctorat sur le thème des bourses de matières premières. Alors, j'étais experte, mais en plus de ça, j'ai pu parler avec une certaine confiance que je crois que c'est un peu essentiel pour que les femmes puissent vraiment aborder des projets de cette taille. Alors, peut-être il faut qu'on remonte un peu au système d'éducation parce que vous savez, quand on entre à l'école, on entre comme jeune fille avec toute confiance, avec toutes les idées. C'est souvent le processus de passer par le système scolaire qu'on devient moins orienté au risque et moins orienté à l'idée qu'on peut, ou à la confiance qu'on peut changer le monde. Donc pour moi maintenant dans le job que je fais actuellement avec l'incubateur que j'ai pour les jeunes entrepreneurs, c'est vraiment de voir comment attirer des jeunes femmes qui se voient comme une personne qui peut changer le monde. Quand j'avais commencé le projet Blue Moon, mon incubateur, on avait des promotions en anglais, c'était Do you have a plan for world domination? Est-ce que vous pensez dominer le monde? Et c'était cette idée que une jeune personne pourrait se voir comme un game changer, comme quelqu'un qui allait vraiment changer le monde. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était plutôt des jeunes hommes qui venaient. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe parce que, comme vous avez dit, il y a effectivement, surtout pour les entrepreneurs dans les entreprises plutôt modestes, pas forcément des startups qui vont changer avec le tech, la technologie avancée, qui vont être le prochain ou quoi que ce soit. Donc, j'ai un peu changé notre idée de comment attirer les femmes et vraiment de orienter sur des autres thèmes. Par exemple, est-ce que vous avez une idée qui va améliorer le monde? Est-ce que vous voyez comme quelqu'un qui se concerne avec ce qui se passe dans le monde? Donc, avec ces idées et ce changement de promotion, on a maintenant achevé 38% de notre d'entreprises qui sont femmes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même vu dans mon expérience personnelle aussi que dans l'expérience avec l'incubateur. Donc, ça commence avec la confiance en soi-même, c'est ce que je veux dire. Et donc, on va dire que c'est la confiance qui était à l'origine de votre engagement pour pouvoir mettre en place un projet d'envergure comme celui de la Bourse des matières premières d'Éthiopie. Mais vous, dans votre expérience passée personnellement, est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous avez rencontrées, notamment en termes de financement, parce que c'est de ça qui sera question pendant la première partie de notre débat? Bien sûr. Bon, personnellement, je peux dire que j'étais peut-être dans un cadre spécial. Bon, il n'y a pas beaucoup d'experts au monde ou certainement dans le continent qui ont fait de l'expertise dans des bourses de matières premières. Donc, j'étais quand même dans un cadre un peu spécial et j'ai pu aussi avoir très tôt le support du gouvernement d'Éthiopie.
Donc, c'était vraiment quand même une structure étatique. Donc, on a pu obtenir aussi avec l'AFC, mais autres partenaires aussi, du financement pour le projet, pour la bourse. Maintenant, ce que je vois avec les entreprises que je vois, c'est que surtout pour les femmes, je crois que ça commence d'abord avec le manque de, pas seulement de confiance, mais même de tuyaux, des channels, des networks pour accéder aux partenaires stratégiques, pour avoir des réseaux, accéder aux sources de financement. Donc, je crois que c'est un peu ça aussi que je vois comme contrainte. Très bien. Donc, ce qu'on va retenir de votre parcours personnel, c'est que le caractère assez particulier de votre projet vous a quelque part ouvert les portes. Absolument, absolument. Alors, j'en viens Ce à qui vous, était prévu. Madame Touré. Vous êtes aussi sur ce panel un peu une autre représentante de ce noyau de femmes qui ont entrepris de façon courageuse et qui ont persévéré au cours des années. Vous, je le disais tout à l'heure, vous êtes pionnière dans le domaine de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était difficile? Ou alors, est-ce qu'au fur et à mesure que vous avez évolué, vous avez senti un changement, beaucoup plus de portes ouvertes, beaucoup plus de financement à votre disposition à cause peut-être de l'apport que vous faisiez à l'économie? Merci. Bonjour tout le monde. Alors, les difficultés ou bien par rapport à l'activité que j'ai créée à la limite, parce que l'activité de la noix de cajou n'était pas reconnue ici en Côte d'Ivoire. Parce que la noix de cajou n'était pas un produit qui avait de la valeur en fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'origine, c'était planté pour pouvoir lutter contre l'avancée des déserts, contre la déforestation, et c'est surtout au nord qui était vraiment pris par la sécheresse, il fallait créer de la forêt. C'est aussi simple que ça. Et les fruits que l'anacardier donnait, on dit ces fruits, c'est des pommes avec des noix que nous travaillons aujourd'hui. Et on dit que si tu prends la pomme et que tu bois de l'eau, du lait après, tu meurs. Voilà comment était taxé ce fruit, du toxique, de tous les maux. Et la noix que nous prenons aujourd'hui, qui est un produit vraiment phare, on le prenait au départ pour faire des tatouages, pour faire des taches indélébiles. Donc, du coup, ça n'avait pas de valeur. Et on avait quelques forêts d'anacardier. Par exemple, dans ma région au nord de la Côte d'Ivoire, on avait environ 100 hectares, mais plantés vraiment d'une manière anarchique, juste pour créer la forêt, puisque c'est un arbre qui se reste vert toute l'année. Bref, donc c'est un peu ça l'histoire de l'anacarde. Et après une mission en Inde, j'ai vu que c'était une activité génératrice de revenus et je suis revenue me mettre au service des parents et commencer à travailler. Donc, l'envol de la culture de la noix de cajou avec la commercialisation et tout est parti d'Odiéné, ma ville natale. Et ça fait tache d'huile. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est premier mondial, pas africain, premier mondial de la production de la noix de cajou. Donc, c'est pour dire que dans un milieu hostile, dans un environnement hostile aux affaires, surtout pour les femmes, parce que pendant ces années 80, nous sommes sous le poids de la culture, la pesanteur culturelle. Une femme ne peut pas oser prétendre faire le travail des hommes. Une femme, ta place, c'est à la maison. Tu ne dois pas être à côté des hommes pour pouvoir travailler. Et j'avoue que ça n'a pas du tout été facile. Parce qu'une chose, c'était de pouvoir penser, faire quelque chose. Et une autre chose, c'est de se faire accepter par ton environnement, ton milieu et ceux qui sont censés t'écouter. Et comment avez-vous vécu l'évolution justement de l'environnement des affaires par rapport à votre activité? Est-ce que c'était difficile d'accéder au financement? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on voyait que votre activité portait et qu'elle était prometteuse, c'était un peu plus facile? Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé?
Madame Pour le Touré. financement, ça a toujours été difficile. Oui, le financement a toujours été difficile et même aujourd'hui, parce que c'est relatif. Au moment que j'ai commencé, c'était une petite activité. Il fallait commencer doucement pour pouvoir avancer. Du coup, j'ai même créé une microfinance pour pouvoir aider nos femmes à s'installer, à être des vraies productrices ou bien à faire leur commerce, etc. Parce que c'était à ce stade. Mais l'appétit vient en mangeant. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Et c'est ainsi que je suis partie doucement. Depuis la production, et je faisais aussi l'exportation de la noix brute. Je me suis dit non, c'est trop facile. Il faut qu'on arrive à faire la transformation. Si ce coup encore, j'ai payé cash parce que j'étais la première à faire une usine et transformer pour aller jusqu'au produit fini. J'avoue que j'étais identifiée par mon classeur rouge que j'avais en main. Parce que partout où je partais, les portes étaient fermées à double tour parce que personne n'y croyait. Ah, au point que les banques se disaient, ah, la dame est passée chez vous. Attention, hein, elle parle beaucoup, elle parle bien, mais il n'y a rien dans son dossier. Parce que ce qu'elle dit, c'est un rêve. Voilà ce que j'entendais. Mais j'ai persévéré. Mais j'avoue que je n'ai pas eu de financement. Et c'est avec le peu que nous avions, mon mari et moi, plus mes parents, qu'on a commencé à faire l'usine de la noix de cajou. Mais à cette époque, on avait besoin d'une certaine somme. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus grand, mais on reste toujours dans la mentalité des personnes, enfin, des personnes censées prêter aux opérateurs, aux entrepreneurs, parce que c'est une femme, vous n'avez pas droit à un montant élevé. Et ça, vraiment, je ne sais pas comment on va enlever dans l'esprit des gens. À projet égal, montant égal, vous n'avez pas cette chance d'obtenir ces montants parce qu'on trouve que c'est trop élevé pour une femme. Quand on parle d'un projet femme, c'est social et autres. C'est pour cette raison, nous disons aujourd'hui que ce temps est révolu, il faut qu'on avance. L'égalité, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas sur les papiers, mais c'est dans les faits. Très, très bien. Merci beaucoup, Madame Touré. L'égalité, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les faits. En d'autres termes, l'égalité, ce n'est pas sur le papier, hein, mais vraiment dans le déblocage des fonds, toutes sommes confondues, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Alors, on note qu'il vous a fallu de la persévérance pour pouvoir arriver jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Et je me tourne tout de suite vers vous, Monsieur Aliou Maïga, vous qui représentez le monde financier sur ce panel. Après 2 témoignages de femmes entrepreneurs à haute échelle sur le continent, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre regard, notamment celui de l'IFC, sur l'apport des femmes à l'essor du secteur privé africain, mais aussi la vision stratégique de l'organisation que vous représentez pour le financement des femmes entrepreneurs africaines? Merci beaucoup, Madame Tchatchouan, et j'aimerais aussi saluer Madame Ileni Gabemade, qui a été une de mes partenaires en Éthiopie dans le développement du African Commodity Exchange. Je dois dire que j'ai beaucoup appris d'elle. Elle a été très modeste ici. Elle a beaucoup à offrir à toute l'Afrique. J'aimerais aussi saluer Madame Mosobe Touré. Je pense qu'on s'est rencontrés dans ma première mission en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré toutes les femmes qui sont dans le domaine du cajou et également Madame Seka. On a fait une transaction l'année dernière avec la banque NCA et donc on a des relations avec toutes les personnes qui sont sur ce panel. Pour commencer, je dirais pour moi, juste sur un plan personnel, hein, j'ai 5 grandes sœurs et une petite sœur. Et donc, j'ai été élevé par les femmes. Donc, je connais parfaitement de quoi elles souffrent, mais aussi je connais leurs forces. Deuxièmement, je dirais que IFC a été vraiment un précurseur dans le domaine du financement des femmes entrepreneuses. On a lancé notre premier programme en 2005, avant que personne y ait pensé. Et je me souviens très bien, c'était avec une banque nigériane. On leur a donné 30 millions de dollars pour pouvoir financer uniquement les femmes entrepreneuses au Nigeria. Et ça, c'était en 2005. Et on y a associé aussi un programme de capacity building, de sciences techniques, pour permettre à la banque de mieux comprendre la femme en tant que clientèle, de mieux pouvoir analyser
les entreprises qui sont gérées par les femmes ou qui sont à majorité employées ou gouvernance par les femmes. Et je dirais, même si la banque ne serait pas d'accord avec moi, je dirais que ça a été vraiment un aspect qui a permis à Access Bank à l'époque de se positionner au niveau national au Nigeria et au niveau régional. Et je le sais parce que je sais qu'ils ont fait beaucoup de marketing là-dessus et ça les a ouvert beaucoup de portes. Mais depuis, AFC a vraiment évolué. Tout ce qu'on appelle genre, gender, ça fait partie de toutes nos opérations. Tous les managers, tous les vice-présidents, tous les directeurs ont des objectifs en termes de financement des femmes. Et pas seulement de financement, mais aussi sur tous les aspects qui peuvent faciliter ou améliorer l'accès des femmes au financement, de l'égalité devant la loi, surtout la loi sur les biens, les héritages et tous ces aspects-là. On ne le met pas en termes culturels parce que c'est très sensible de dire ça en termes culturels, mais on peut parler des conséquences de certains aspects culturels dans nos sociétés qui défavorisent les femmes. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment intégré à tout ce qu'on fait et dans tous les secteurs, que ce soit le financement, que ce soit les gros projets d'infrastructure qu'on fait. On s'assure à ce que les femmes soient employées. Mais aussi, on travaille beaucoup, par exemple, dans nos projets de grosses infrastructures ou même de manufacture, tout ce qui est la violence faite aux femmes sur le milieu du travail, soit directement, soit indirectement. Tout ça pour dire que vraiment, l'AFC a vraiment fait du genre un des 3 piliers de nos activités à côté du climat et évidemment l'accès au travail et au financement. Et la raison pour laquelle AFC a fait ces choses-là, c'est très simple. Il n'y a aucune nation qui peut se développer en ignorant la moitié de sa population. La femme est 50% au moins de la population dans toutes les économies. Et je dirais, en tant qu'homme, je dirais la moitié la plus responsable, la moitié la plus travailleuse et aussi la moitié qui a probablement la plus grosse fonction dans notre société, qui est l'éducation de nos enfants et des générations futures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre DNA. Et le Covid, puisqu'il faut en parler, c'est vraiment quelque chose d'actualité et qui risque d'avoir des impacts assez long terme. Nous a aussi enseigné beaucoup de choses sur l'impact des chocs économiques et financiers sur l'Afrique. Les femmes, malheureusement, se trouvent beaucoup dans la partie informelle de l'économie. Donc, les micro-entreprises, c'est majorité des femmes. Les PME, déjà, le pourcentage des femmes diminue. Et quand on va dans les grandes sociétés, c'est encore moins. Donc, comprendre l'impact du Covid sur l'économie et sur les différentes couches de l'économie est très, très importante. Et ISC, non seulement a déjà fait quelques analyses préliminaires là-dessus, mais on a lancé une étude qu'on compte publier vers la fin de mars pour vraiment mesurer l'impact du Covid sur les femmes pour les raisons que j'ai citées, les raisons historiques, mais aussi pour l'avenir. Je vais m'arrêter là, mais je pourrais vraiment parler pendant des heures sur ce que AFC fait pour les femmes et nos ambitions pour tout ce qui est financement aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs. Merci. J'imagine bien. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. On retiendra, vous avez dit, je cite, « Aucune nation ne peut se développer en ignorant les femmes ». Excellent. Je passe tout de suite à vous, Madame Seka. Vous représentez le secteur des assurances sur ce panel. C'est un secteur auquel les entreprises vont beaucoup faire recours ou ont beaucoup fait recours pendant la crise. La question que j'allais vous poser, c'est de savoir comment ce secteur accompagne l'entrepreneuriat féminin sur le continent de façon générale. Désolée, j'étais encore en sourdine. Je vous remercie, Rissel, de cette opportunité que vous me donnez. Ce thème est tellement d'actualité en ce 8 mars que je voulais saluer toutes les femmes présentes sur ce panel. Et le seul monsieur Maïga aussi qui nous accompagne avec brio. Je voudrais dire que le groupe NCA
a tellement compris la problématique liée la problématique des femmes que nous avons au sein du groupe INSIA commencé par faire le changement à partir de l'intérieur. Donc, nous sommes dotés d'une politique du genre qui donne une égalité de chance aux hommes comme aux femmes de pouvoir se développer. Au-delà de cela, nous sommes certes dans l'assurance, mais également dans les autres secteurs de l'ingénierie financière. Et donc, nous travaillons d'étroite collaboration avec nos autres entreprises pour designer, pour dessiner des offres concrètes pour permettre justement l'accession au financement des entreprises les plus modestes. Et nous savons que parmi ces entreprises d'ajustement, nous avons une grande partie de ces entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc, notre but, notre action est de tout faire pour mettre en œuvre justement ces solutions-là, non seulement pour permettre aux femmes d'accéder au financement, mais également nous travaillons sur des offres spécifiques assurantielles justement pour les accompagner dans leurs projets et dans leurs projets de vie. Donc, non seulement des projets entrepreneuriaux, mais également des projets de vie tout simplement parce qu'on parlait tout à l'heure avec M. Maïga Aliou de l'impact culturel, donc des souffrances des femmes liées justement à nos cultures. Et donc, nous travaillons justement dans le secteur assurantiel à créer des produits adaptés à ces tranches de la population-là justement pour pouvoir faire face aux difficultés qu'elles rencontrent tout au long de leurs activités. Très bien. Merci beaucoup, Madame Seka, pour cet exposé. Là, tout à l'heure, Monsieur Maïga nous a présenté un peu ce que l'IFC fait pour le secteur privé en général et les femmes entrepreneurs aussi. Et vous venez de nous parler, Madame Seka, de ce que l'accompagnement qui s'opère au niveau du secteur des assurances. Mais on sait que, comme le disait Madame Touré tout à l'heure, la problématique reste très importante malgré le temps qui passe. Alors, j'aimerais me tourner vers vous, docteur Elénie Gabré-Madin. Est-ce que vous êtes là? Ok, je pense que nous l'avons perdu quelques instants. Elle nous reviendra certainement. Alors avant, je reviens encore à vous, Madame Touré, puisque sur ce panel, vous représentez aussi le patronat ivoirien et donc toutes les entreprises fondées, dirigées par les femmes dans votre pays. Mais votre entreprise aussi est sur plusieurs marchés de la sous-région. Et donc, vous avez une certaine connaissance du secteur privé dans ces pays où vous opérez. Aujourd'hui, qu'est-ce que les organisations patronales comme la CGECI peuvent mettre en place pour pouvoir renforcer l'apport des femmes entrepreneurs à l'économie en général? Est-ce qu'il y a des partenariats avec les gouvernements et le monde financier qu'il faudrait imaginer pour susciter davantage d'engouement autour des entreprises tenues par les femmes? Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y a des partenariats. Le patronat, en fait, représente une force de proposition entre les chefs d'entreprise et le gouvernement. Alors, donc, c'est ce que nous faisons comme activité principale, porter les préoccupations de la base pour aller vers le haut. Voilà. Porter les préoccupations de la base pour aller vers le haut. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons effectivement des partenariats avec des partenaires au développement, bien entendu, mais il faut toujours adapter à la réalité. Parfois, nous avons des systèmes d'accompagnement qui sont difficiles à pratiquer dans les faits. Ça fait que du coup, les partenaires ont de bons projets ou bien ils ont de la liquidité pour les femmes entrepreneurs, mais l'utilisation réelle sur le terrain fait défaut par rapport à plusieurs secteurs. Et c'est par rapport à ça que nous sommes en train de travailler justement, mettre même des professionnels pour pouvoir monter des dossiers de financement pour que ce soit effectivement des dossiers bancables et qui puissent être financés sans problème. Alors, pour ce qui concerne la mutualisation des organisations patronales, nous avons la FOPAO.
c'est la fédération des organisations patronales de la CEDEAO qui regroupe les 15 pays en fait. Donc, nous avons les mêmes politiques vu qu'une femme entrepreneur de la Côte d'Ivoire a sensiblement vraiment les mêmes préoccupations qu'une femme entrepreneur du Mali ou du Togo ou bien du Burkina Faso. Donc, ces organisations patronales essaient de pouvoir œuvrer pour qu'ensemble, on puisse avancer. C'est vrai qu'il y a des différences parfois entre les pays. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, à savoir la mise en place d'un fonds de garantie dédié aux femmes, un fonds effectivement mis en place par la première dame pour pouvoir financer les femmes depuis l'informel, le tout petit, entreprenant jusqu'en haut. Donc, pour vous dire comment effectivement les initiatives sont prises, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et ce n'est pas les initiatives qui manquent. Ils nous ont mis en place aussi, nos gouvernants, un secrétariat chargé de l'autonomisation des femmes qui est doté également d'un fonds. Alors, nous, au niveau du patronat, nous disons quoi? Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de fonds de garantie et autres. Maintenant, il nous faut savoir comment éventuellement on pourrait mettre tout ça ensemble pour que, effectivement, les femmes entrepreneurs puissent bénéficier de tous ces efforts avec la mise à disposition des financements souhaités. Donc, nous avons un bureau en ce moment où nous recevons les dossiers des femmes entrepreneurs pour voir effectivement comment on peut formuler pour que le dossier soit bancable. Voilà quelques initiatives qui ont été prises déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Au Mali, bon, c'est pareil, c'est pas le même système, mais il y a des initiatives qui ont été prises aussi à l'effet d'améliorer un peu les conditions de travail pour les femmes entrepreneurs. Parce que j'avoue que c'est extrêmement difficile. Très bien, merci beaucoup. J'en viens à vous, Monsieur Aliou Maïga. Tout à l'heure, vous évoquiez l'impact de la COVID sur les femmes entrepreneurs. L'étude est encore en cours, c'est vrai, elle n'est pas finalisée, mais selon l'observation que vous avez faite au niveau de l'IFC et vous-même en tant qu'expert, quels sont les défis qui se profilent en matière de financement des entrepreneurs dans le contexte de relance économique, parce que c'est de ça qu'il s'agit actuellement sur le continent. Merci beaucoup, Madame. Juste pour, j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas donné de chiffres, mais je pense que les chiffres sont toujours très parlants. IFC a déployé presque 3 milliards de dollars depuis le début de notre programme de financement pour les femmes entrepreneurs, globalement. Et on a un programme particulier qui s'appelle le Banking on Women, qui est vraiment dédié au financement des femmes, dont le tiers, donc à peu près 300 millions, a été déployé en Afrique pour financer les femmes. Ça, c'est sur je dirais, les 7-10 dernières années. Mais de façon générale, le gap du financement pour les femmes en Afrique est estimé à peu près à 48 milliards de dollars. Donc, c'est un montant très, très élevé. Et deuxièmement, quelqu'un a mentionné les femmes en tant qu'emprunteuses. Les femmes payent beaucoup mieux que les hommes. Et l'étude de notre portefeuille a montré que les femmes sont 20% au-dessus de la moyenne de notre portefeuille. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement un discours de femmes contre les hommes, mais il y a une réalité économique derrière qui fait que les femmes sont des meilleurs clients pour les banques que les hommes. Malheureusement pour nous, mais c'est la vérité, c'est une bonne chose. Donc, ça c'est vraiment des choses qu'on a calculées et qu'on sait. Maintenant, de façon générale, comme je disais, je pense que l'histoire, le social, la culture fait que les femmes ont toujours été désavantagées historiquement, socialement, culturellement, sur beaucoup de plans, et ça prendra du temps à rattraper. Et c'est bien de pouvoir accélérer les choses
un de mes chefs m'a toujours dit en anglais, nothing worthwhile is achieved overnight. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire de vraiment périn du jour au lendemain sous la précipitation, mais il faut quand même garder en tête qu'il faut accélérer les choses de façon très, très drastique pour que les femmes rattrapent les hommes. Et dans ce contexte-là, il y a la nouvelle technologie, il y a de nouvelles approches, il y a aussi toute la conscientisation qui est faite autour de la discrimination qui est faite envers le genre de façon générale en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant que membre de la communauté, en tant que leader, en tant que membre du conseil d'administration. Et tous ces efforts, à mon avis, feront que les choses vont s'accélérer très, très vite. Pour le Covid, comme je disais, le Covid a un impact sur l'économie qui consiste en gros à ralentir l'activité économique ou même à l'arrêter complètement. Et quand ça se passe, c'est surtout les gens qui travaillent dans les secteurs un peu informels ou au quotidien qui sont affectés, notamment les marchés, que ce soit les marchés organisés ou les marchés dans la rue. C'est dominé beaucoup par les femmes et malheureusement, elles se retrouvent beaucoup plus affectées que les autres. Ensuite, les PME sont beaucoup plus affectées que les grosses entreprises parce qu'elles ont moins de capacité, de ressources pour pouvoir se maintenir. Et donc, c'est des aspects qu'on regarde de très, très près et sur lesquels on travaille avec la Banque mondiale et le gouvernement pour essayer d'intervenir et puis corriger ça rapidement. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous insistez sur la notion d'accélération du processus sur le continent. On est tous d'accord. Il faut accélérer l'accès au financement pour les femmes, vu qu'elles contribuent énormément à la dynamique économique. Vous avez parlé aussi du fait que les femmes sont beaucoup dans l'informel et il faudrait changer cette situation parce qu'on voit leur dynamisme qui est un plus pour nos économies. Docteur Eleni Gabremada, avant de revenir au docteur Eleni Gabremada qui me semble-t-il a des problèmes de connexion, Madame Seka, puisqu'on parle de contexte de Covid, de crise relance, etc., quels sont aussi les défis du secteur des assurances, puisqu'il y a plusieurs secteurs qui ont été vraiment sinistrés pendant la pandémie et donc plusieurs femmes entrepreneurs qui se sont carrément retrouvées sur le carreau. Le secteur des assurances a besoin d'assister toutes ces entreprises-là. Vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement que vous faites notamment au sein de l'institution que vous dirigez. Quels sont les défis auxquels vous pourrez faire face pour aider les femmes à se relancer? Merci Rissel. Il faut dire que la problématique du financement des femmes reste un sujet très important dans notre organisation. Aujourd'hui, et dans le secteur en général, dans le secteur financier, pas seulement assurantiel, le défi du financement est une problématique dans la mesure où la plus grande partie des populations qui sont justement, qui ont l'économie en main, donc des toutes petites entreprises ou des entrepreneurs individuels, et cette partie de la population, justement, comme disait tout à l'heure M. Maïga, est essentiellement constituée de femmes. Ces personnes-là échappent au secteur traditionnel bancaire ou assurantiel. Donc, l'un de nos gros défis est justement comment apporter des solutions innovantes, des solutions qui permettent d'embarquer toutes ces entreprises-là qui constituent l'essentiel même de l'activité et de l'économie, comment les embarquer justement dans une activité sécurisée, une activité financée et protégée au quotidien. Donc, nous réfléchissons justement à ces problématiques-là. Nous avons effectivement des fonds et des lignes mises en place pour des femmes en particulier au niveau de la banque que nous accompagnons, nous, en tant qu'assureurs, pour permettre justement d'apporter une plus grande protection à ces populations-là. Les défis que nous pourrons avoir justement pour renforcer notre accompagnement seraient ceux des cadres réglementaires qu'il faudra réviser pour les adapter justement à la situation actuelle, notamment les cadres réglementaires liés à la digitalisation qu'il faut aujourd'hui modifier, notamment sur le secteur de l'assurance.
Nous avons aussi des textes liés à la microassurance, justement, qui nous permettent d'accompagner ces populations-là, qui sont à réviser également parce qu'ils ne sont plus aujourd'hui adaptés à ce qu'on veut faire et aux contraintes de nos Madame Seka? Oui, allez-y, on vous avait perdu. D'accord, donc je parlais, je ne sais pas à quel niveau vous m'avez perdu, mais je parlais surtout de ce qu'on pouvait faire pour améliorer justement le financement et la prise en charge des personnes les plus vulnérables dont font partie en particulier les femmes. Et donc, je parlais justement des évolutions des secteurs et des textes réglementaires qui permettraient d'améliorer la prise en charge de ces personnes-là, notamment concernant la microassurance, dont les textes aujourd'hui dans notre secteur doivent être révisés pour un meilleur adressage des problématiques des populations. Nous avons aussi des défis de digitalisation dans nos secteurs qui nous permettraient d'adresser un peu plus ces populations-là. Et sur ces sujets-là, il y a vraiment besoin d'une évolution de nos textes réglementaires. Je terminais en disant que nous avions aussi besoin d'un accompagnement au niveau au niveau des pouvoirs publics pour nous permettre justement de faciliter l'investissement dans la transformation numérique, la transformation de nos entreprises et qui pourrait permettre justement l'accession aux populations les plus vulnérables. Voilà. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de contexte de Covid et de relance, Madame Touré, aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire notamment, et représentant les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs de votre pays, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la place que vous occupez dans la stratégie de relance nationale, par exemple? Alors, j'ai pris la question à la fin. Ristel parlait de... Je disais, puisque nous parlons du contexte de relance économique, oui, nous parlons du contexte de relance économique. Alors, je voulais savoir si vous, en tant que femme entrepreneur en Côte d'Ivoire et représentant les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs de votre pays, vous êtes satisfaite aujourd'hui de la place qu'occupent les femmes entrepreneurs dans la stratégie nationale de relance, si bien sûr elles sont nommées dans cette stratégie? D'accord, merci beaucoup. Dans ce contexte de Covid, effectivement, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de la situation des femmes. La Covid nous a imposé un mode de vie, une autre manière de travailler auquel il faut s'adapter. Et le point culminant de cette activité nouvelle, c'est la digitalisation. Parce que les femmes entrepreneurs, vu les conditions et les mesures barrières qui s'imposent à tous aujourd'hui, nous sommes obligés de repenser notre manière de faire, notre manière de voir et notre manière de fonctionner. Et si la COVID a fait des ravages au niveau de tout le monde, je peux dire que les femmes entrepreneurs ont payé le plus lourd tribut et elles continuent de payer. Parce que premièrement, la plupart des femmes sont dans le système informel et ils n'arrivent pas à toujours matérialiser ce qu'elles prennent comme activité journalière par jour et dire qu'on pourra quantifier la perte ou le préjudice. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui, la digitalisation s'impose à nous. Il nous faut absolument nous adapter et avec l'arrivée de la COVID, nous sommes obligés de le faire. Je viens par exemple de l'intérieur avec mes femmes de la coopérative, celles qui vendent les beurres de qualité. Elles me disent carrément que bon, écoutez, comme maintenant les gens ne viennent plus, alors, présidente, on voulait mettre notre beurre de qualité sur le net. J'ai dit, mais c'est comment tu sais ça? J'étais émerveillée de savoir que même en milieu rural, elles savent qu'aujourd'hui, la digitalisation, les réseaux sociaux sont des secteurs très importants pour pouvoir vendre ou bien exposer son produit. J'ai beaucoup apprécié. Une chose, c'est de dire, une autre chose, c'est de faire. Moi, je profite en même temps de votre micro pour dire que les coopératives,
j'ai une coopérative de femmes qui font la beurre de qualité. Elles ont environ 800 kilos de beurre de qualité qu'elles ont sous la main et nous cherchons des preneurs. Ça, c'était juste la parenthèse. Mais pour vous dire que la COVID nous a imposé la digitalisation et nous faisons un appel pressant vraiment pour que on puisse nous accompagner. J'ai fait un clin d'œil aussi à notre ami Maïga, voilà, parce que la digitalisation aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité et ça doit être permis à tout le monde de pouvoir s'en approprier et utiliser à bon escient. Parce que c'est très, très important aujourd'hui dans le contexte actuel et je pense que ça serait pour toujours parce que les choses évoluent, il faut évoluer avec. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits de notre position. Chaque jour que Dieu fait est un défi à relever. Et nous devions relever le défi de la COVID sur l'économie et le développement que nous faisons au quotidien. Très bien. Là, vous avez lancé tout à l'heure un appel à M. Maïga, donc à l'IFC, hein, au nom de M. Maïga. Mais quelles sont, brièvement, en quelques secondes, les attentes des femmes entrepreneurs vis-à-vis du gouvernement dans ce contexte-là, au milieu de tous ces besoins que vous avez, rapidement? Dans ce contexte, le message que nous lançons au gouvernement et aux partenaires au développement, de pouvoir subventionner comment on appelle ça, l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu du luxe. L'Internet coûte cher chez nous en ce moment. Et nous voulons que ce soit à portée de main, que la femme qui est quelque part là-bas dans sa plantation puisse, à partir de son téléphone, mettre sur le Face ou bien sur sa page pour dire que j'ai tel nombre de tonnes, de kilos de noix de cajou disponibles, qu'elle puisse vendre à partir où elle est, d'où elle se trouve. C'est de ça qu'il s'agit, c'est cette digitalisation que nous voulons. Et on ne peut pas le faire seul. C'est ensemble que nous allons pouvoir arriver. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir quelques espaces d'Internet, il faut pouvoir payer. Bon, j'ai dû payer un peu, mais je ne pourrais pas payer pour tout le monde. Mais mon rêve, c'est de pouvoir permettre à ces femmes dans tous les domaines de pouvoir vendre leur activité, leur savoir-faire à partir de leur milieu habituel sur le portable, qui n'est pas un luxe aujourd'hui. Pour moi, c'est une nécessité. Très bien. Or, il reste encore un luxe chez nous. Très bien. Merci beaucoup pour cet appel que vous lancez. Vous avez parlé précisément de subventionner l'Internet. Ça, c'est tout un débat. L'appel est lancé, en tout cas. Peut-être qu'on y reviendra plus tard à l'occasion d'une, peut-être même à la table ronde consacrée au digital sur ce forum. Alors, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Il fallait y aller très, très, très vite. Mais avant de se séparer, je vais donner la parole à chacun de vous pour nous dire un dernier mot, un message fort que vous vouliez lancer à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, alors que le monde célèbre la femme et que nous mettons les projecteurs sur la femme entrepreneur, celle qui contribue à l'essor économique de nos pays. Je commencerai par vous. Monsieur Aliou Maïga, vous qui représentez le monde financier sur ce panel, vous avez parlé de l'exemple de l'IFC qui est quand même pas un exemple généralisé parce que le problème de financement est encore une réalité pour les femmes à travers le continent. Quel serait votre mot de la fin et quel message porterez-vous à la communauté des investisseurs et des financiers? Merci, Mme Tchounan. Je dirais vraiment un message de reconnaissance des problèmes auxquels font face les femmes. Je dirais tout simplement que les femmes doivent savoir que la SFI et de façon générale le groupe de la Banque mondiale comprend le rôle et l'importance des femmes pour le développement économique. Et nous continuerons à œuvrer pour vraiment accroître de façon exponentielle, si on peut, et accélérer l'accès des femmes, non seulement au financement, mais aussi à la capacité, au marché, comme disait tout à l'heure notre panéliste, à travers les nouvelles technologies, leur donner accès au marché,
qui pourrait vraiment leur permettre d'avoir un marché garanti et aussi donc une vie au quotidien beaucoup plus certaine. Mais en tout cas, le message, c'est qu'on les a entendus et on va continuer à œuvrer pour répondre à leurs besoins. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est un appel au monde financier à reconnaître l'apport des femmes à l'essor économique et à les appuyer dans ce sens. À vous la parole, Madame Seka, pour votre mot de la fin, rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais dire qu'à notre niveau, nous sommes persuadés que les femmes représentent un levier de croissance encore trop peu exploité, disons, et que au niveau du groupe NCA, du secteur financier et je pense du secteur privé en général, pour offrir des offres adaptées, des solutions qui permettront aux femmes de jouer leur rôle dans l'économie aujourd'hui. Merci. Très bien, merci. À vous, Madame Touré, pour le mot de la fin en quelques secondes. D'accord, je voudrais dire que cette célébration nous donne l'occasion, nous les femmes, de s'encourager, de nous donner la main et de voir comment le monde de demain va être construit avec nous. Il faut que nous nous encourageons à se donner la main. Unis, nous serons forts. Divisés, nous allons être faibles. Et croyons en nos compétences. Le monde de demain se fera avec les femmes battantes et entreprenantes africaines. Je vous remercie. Très bien. Madame Docteur Gabré-Madin, à vous la parole. Oui, merci. Je m'excuse pour les problèmes d'Internet. Moi, j'opère maintenant vraiment dans le monde d'innovation et l'innovation avec des jeunes. Et pour l'Afrique, je crois que le Covid a démontré l'importance de l'innovation et la résilience vraiment de le monde des idées, de tout ce qu'on parlait tout à l'heure aussi. Donc, vraiment, pour moi, l'appel que je dois faire aux financiers, aux investisseurs, c'est de penser comment faire le financement du risque. Parce que ce soit femmes ou hommes, surtout pour les jeunes qui sont capables de prendre des risques dans leur étape de vie, il faut vraiment créer les structures pour qu'on puisse opérer dans le monde du risque. Ça, c'est l'exemple de l'Israël, de Singapour et de beaucoup de pays où vraiment l'innovation a fait partie critique de leur croissance économique. Donc, pour nous en Afrique, je crois que le Covid, c'est une opportunité pour les femmes de se penser innovatrices, mais aussi pour les financiers de financer l'innovation risque. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup pour ces messages forts portés tout au long de ce premier panel du LTA Women Forum. Et tout de suite, nous poursuivons notre programme avec une chronique de Marie-France Réveillard autour de la diaspora.